Bonjour tout le monde, nous sommes samedi midi et j'ouvre une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Niveau lecture, je viens de refermer le vlog précédent, donc j'ai pas fait grand chose. J'ai pas fini encore le portrait de mariage, je le finis aujourd'hui. J'ai pas fini l'espace d'un an, je le finis mardi, mercredi, je ne sais pas. Et après je lis Lady Détective en lecture commune avec Margot. J'ai reçu des petits paquets, un de Pocket et un de Leduc, donc je pense que c'est d'une amie et... je ne sais pas. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai reçu aussi une vie féministe, Vivre une vie féministe de Pocket, de la collection Agora. Voilà, qui est très bien, qui était à gagner sur mon compte pour Mars au féminin. Que veut dire vivre une vie féministe? Quelles sont les implications, les obstacles, les conséquences? Pour y répondre, Sarah Ahmed, chercheuse britannique, née en 1969, figure majeure de la phénoménologie queer, explore les sensations et les déclics qui amènent à devenir féministe, la difficulté d'imposer une volonté à soi, s'éloignant d'une conception normée du bonheur, des liens qu'entretient la théorie féministe avec l'ordinaire et la vie quotidienne. L'ordinaire de la vie quotidienne. Convoquant notamment Audre Lorde et Bell Hooks, elle nous livre une trousse de survie féministe et nous propose de devenir des rabat-joie épanouis. Ça a l'air cool. Et Bell Hooks dit tout le monde devrait lire ce livre. Wow. Dis donc, il y a une page de notes. Regardez. Tout ça, c'est les notes. Et il y a du texte là et là. Donc ça doit être très 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 sourcé. Ça a l'air d'être... Alors, il est bizarrement paginé quand même parce que, regardez, là il y a beaucoup de marge et là il y en a très très peu. Donc je pense que ça doit être un petit défaut d'impression peut-être. Et elle a publié le manuel rabat-joie féministe à la découverte en 2024. Et donc Vivre une vie féministe était chez Hors d'Atteinte aussi en 2024. Il est sorti quand? Parce qu'il a été traduit, on est d'accord, mais si la madame elle est née en 69, ça doit dater 2017, d'accord, 2017. Donc, merci beaucoup Pocket. Donc je ne sais pas, vu qu'il y en avait deux à gagner, si c'est le deuxième, s'il est pour moi ou pour la gagnante. C'est toujours la surprise avec Pocket. Pas du tout. Oh cool. Oh ça c'est peut-être pas mal. Ça c'est peut-être pas mal du tout. Louise May, L'orage qui vient. Alors c'est en fantastique. Néanmoins, j'ai l'impression que c'est jeunesse, je sais pas pourquoi. Non, c'est peut-être juste fantastique en fait. Il sort le 13 mars, il est sorti le 13 mars, nous sommes le 22 mars. Vous n'avez pas peur, seul dans ce hameau sans personne? Depuis la rétractation, avec un R majuscule, Mila vit avec sa mère et d'autres femmes et enfants dans un lieu tenu secret et isolé, le hameau. Cette communauté solidaire, travailleuse et paisible se pensait à l'abri de la violence et de la folie des hommes qui ont ravagé le monde d'avant. Oh là là, oh là là, oh là là, violence faite aux femmes, violence faite aux femmes. Mars au féminin, impeccable, parfait. Ça peut être nickel ça, pour Mars au féminin, avec roman SFFF, et en plus qui dénonce les violences conjugales, les violences faites aux femmes. Mais l'arrivée d'un inconnu bouscule la tranquille et bienveillante routine. Mila ne le sent pas, cet étranger. Tous ses poils se hérissent à son contact, et son instinct lui hurle de se méfier. N'ont-elles pas fait entrer le loup dans la bergerie? Trop bien. Alors Louise May, j'avais tenté. J'avais lu Les Embruns, que j'avais trouvé pas mal. J'avais tenté La deuxième femme, que j'avais pas du tout aimé. Je regrette, parce que ce bouquin est quand même le livre qui dénonce les violences faites aux femmes, sous la forme roman en fait, il est très connu par rapport à ça. Là elle en a sorti un 34 mètres carrés qui est très très court apparemment et que Séverine a lu et adoré, elle a une grosse claque là-dessus, donc ça me tente aussi. Je ne sais pas si elle est au quai du polar, il faudra que je regarde, mais ça me tente carrément. Il fait même pas 200 pages. Oh, quand est-ce que je vais le lire? Oh, merci Pocket. Voilà, les bouquins que je reçois pas et qui sont pas prévus et que... Voilà, c'est pas grave, c'est super cool. Mais ça, c'est quoi? Je crois que je sais ce que c'est. Donc, ouais, le Louise May. Parce que j'ai envie de la retenter, en fait. Et L'orage qui vient, il était publié chez qui, du coup? L'orage... Ah, La ville brûle. Ah, c'est pour ça. Elle se tourne désormais vers la science-fiction. Ok. Je vais pas... par contre, elle est française. Elle est française et je crois bien que c'est Séverine qui m'avait dit. Je sais plus. Bon, belge. Non, attendez. Bref, merci Pocket. Et Nami m'envoie, je pense, c'est un roman que j'ai déjà lu, En épreuve non corrigée. Et je crois que c'est une autrice japonaise. Oui, oh il est beau, il est trop beau.
C'est le dernier Michiko Aoyama rencontre au parc Hinode. Et je ne sais pas s'il va y avoir l'élément. Ah, il n'y est pas. Tiens, ça m'étonne. Alors ça m'étonne. Il y a un élément dans ce bouquin qui est très important. Un élément du décor, on va dire, de ce parc Hinode, qui n'est pas mentionné ici. Et ça m'étonne. Alors, je l'ai lu. Il est vraiment chouette. Il est en fait un peu comme un lundi par matcha que j'avais lu, situé autour d'un lieu où vont graviter des personnages. Donc chaque personnage a un lien avec ce parc. Mais chaque personnage n'a pas forcément un lien entre eux, je crois. Je ne me rappelle pas. Enfin, j'ai pas le souvenir de ça. Alors c'était chouette. Et le problème qu'on a, nous, c'est que quand on reçoit les épreuves en PDF, on ne sait rien. On ne sait pas de résumé, on ne sait rien du tout. On n'a pas la couverture, on n'a rien. Donc je commence le bouquin. Au préalable, j'avais lu un autre roman, je ne sais plus. Et c'était un peu pareil, sous forme de nouvelle. Et du coup, je me suis dit, ah, ça fait deux, où il y a un chapitre par personnage et tu n'as pas forcément de lien. Donc j'étais un peu embêtée en me disant, ah, encore ce format-là. Bon. Donc c'était un peu redondant pour moi. Mais c'était très chouette. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Et donc c'est chouette. Et je voulais le résumer peut-être. J'ai pas le communiqué de presse, c'est nul. Je sais pas quand il sort. Avril, peut-être. Dans la banlieue de Tokyo, alors que l'hiver laisse place au printemps, les résidents de l'immeuble Advance Hill découvrent leur nouveau logement. Sous le bon augure du passage de saison, tous croient en la promesse d'une nouvelle vie dans ces appartements flambant neufs. Mais les semaines s'écoulent sans apporter la seconde chance dont ils rêvaient, jusqu'à ce que le hasard et un soupçon de magie mettent sur leur route le parc Hinode. Selon une légende du quartier, le vieil hippopotame en béton qui s'y cache aurait des pouvoirs thérapeutiques. Il suffirait de le toucher pour guérir les maux les plus douloureux. Les différents voisins viennent dès lors chercher du réconfort auprès de cette étrange statue. Et si poser des mots sur les peines qui les hantent, leur permettait enfin de s'ouvrir au bonheur qui n'attend plus qu'eux. Donc voilà, 5 destins émouvants. C'était très intéressant parce que... Alors, est-ce qu'il y a mon avis dedans? Pas mal peut-être. Oui! Oh, il y a mon avis. J'ai aimé suivre chaque personnage, merci, même si j'aurais voulu encore plus de pages. Oh bah j'ai pas dit que ça, hein. Qu'est-ce qu'elles disent, les filles? Cookie, elle dit un roman magique hors du temps qui nous révèle que tout est possible. Clara, une véritable ode à la paix intérieure et à la recherche de sens dans les petites interactions quotidiennes. L'écriture japonaise est si douce et apaisante. Oui, voilà. En fait, il y a un lien vraiment entre le corps et l'âme. Voilà. Entre le corps qui est blessé et l'âme qui est blessée aussi finalement et qui se répercute sur le corps. Donc très intéressant. Il est assez court. Voilà, donc le chapitre 1 par exemple, c'est la tête de Kanako. Le chapitre 2, les chapitres sont assez longs, ils font 50 pages. La bouche de Sawa. Le chapitre 3, les oreilles de Chiharu. Le chapitre 4, on est sur la jambe de Yuzu, je crois. Yolo. Et le chapitre 5, on est sur... ok, j'ai passé le chapitre, c'est pas très... Bref, voilà, c'est à chaque fois une partie du corps en lien avec un personnage, une partie du corps blessée, et donc une âme un peu blessée. Et le corps et l'esprit fonctionnent ensemble. Quand t'as mal au dos, quand on a plein le dos, t'as mal au dos. Quand, voilà, il y a plein de connexions, bien sûr, entre le corps et l'esprit. Et là, c'est assez bien fait. Donc, moi, j'avais bien aimé, vraiment. J'ai préféré un jeudi par matcha parce que ça a été vraiment le coup de cœur. Mais c'était quand même assez intéressant. Je pense que si je l'avais lu dans un autre contexte, pas PDF, version papier, tout ça, peut-être que ça aurait été encore un coup de cœur, quoi. Mais vraiment, je vous le recommande parce qu'il est très beau. Donc voilà, je pense qu'il doit sortir fin mars, début avril, à mon avis. Merci, Nami. Voilà, je vais vous laisser là et puis je vous retrouve un peu plus tard. Samedi soir, et je vous prends 2 petites minutes car j'ai acheté un livre aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans les images précédentes, je suis allée voir en dédicace Johanna, Marine et Lizzie Felton car elles sortent le tome 1 de Sombre Solstice qui s'appelle Le Lac Tempête. Jaspage Papillon, Marque-Page Papillon, tome 1 et tome 2 qui sort au mois d'août a priori, et Petit Papillon aussi ici, voilà. Un beau petit papier. Bon, je vais pouvoir faire une jolie petite photo quand je l'aurai lu. Alors, Johanna, je la connais depuis
9 ans, je crois. C'est elle qui a fait la bannière de mon blog. Je la suis sur YouTube. C'est A Book Around the Corner. Et elle a sorti plusieurs livres, dont un que j'ai emmené qui s'appelle Oxygène, que j'ai lu il y a longtemps. Je l'avais même lu en numérique à l'époque où ça s'appelait Astronomie et pas Oxygène. Donc vraiment, c'était en 2018, je crois. Enfin voilà, c'était... Je la connais depuis très longtemps, Johanna. Je ne l'avais jamais rencontrée parce qu'elle habite dans le sud de la France. Et là, du coup, j'en ai profité. Elle était à Saint-Maur et j'ai pu aller la voir avec Lizzie. Et j'ai pu faire dédicacer celui-là. Je suis trop contente. Merci beaucoup, Johanna. Et Sombre Solstice, parce que voilà, je lui fais confiance. J'ai aimé les 3 romans qu'elle a écrits. Là, elle l'écrit à 4 mains avec Lizzie et ça a l'air trop bien. La couverture est très belle. Et on est dans un roman young adulte, je pense, un peu effrayant. Juin 1972, Joshua, Randy, Taylor et Bonnie partent en randonnée dans le Vermont et finissent par établir leur campement devant un lac qui n'est présent sur aucune carte. De l'autre rive, un village délabré semble s'animer à la faveur de la lune, tandis que des milliards de papillons de nuit recouvrent l'étendue d'eau de leurs ailes sombres. Une nuit, Joshua aperçoit une belle et mystérieuse jeune femme sur la berge. Qui est-elle? Que leur veut-elle? À la fascination succède l'effroi, car le danger est bien là. Réel, palpable, d'autant que le solstice approche. Un thriller atmosphérique mêlant épouvante, mystère et romance. Voilà. Donc j'ai hâte, très hâte. Alors, pas mars, hein. On va oublier mars. Après, je suis bien blindée, mais on va essayer. Et donc voilà, le tome 2 arrive en août. Et ce qui est bien, c'est que du coup, si je le lis plutôt en mai, ça fait que juin, juillet, août, je peux presque enchaîner avec le tome 2. Il sera assez frais dans ma tête. Et du coup, merci beaucoup, merci les filles pour cette dédicace. Et pour ce roman, voilà, donc plus ça dans la palle, mais je suis bien contente parce que je suis très contente de retrouver le livre de Johanna et là, le style de Johanna. Et puis là, je vais découvrir aussi le style de Lizzie. Je ne sais pas comment elles l'ont écrit à 4 mains. Je crois que sur leur compte Instagram, il y a des explications parce qu'ils ont fait des petites vidéos, il me semble. Et du coup, on en sait un peu plus, je pense. Voilà, il est assez court, le tome 1, il fait 200 notes des autrices, ça va jusqu'où? Me faire spoiler. 267 a priori, très court. Et une autre... ah, ok, c'est chez Slalom. Et là, je vois qu'il y a d'autres publications. C'est Ariel Holz qui a fait Les Sœurs Carmine. J'adore Les Sœurs Carmine. Qui s'appelle Temps mort. Et après, on a plein d'autres trucs qui ont été publiés chez Slalom. Voilà, c'est plutôt du jeunesse. Jeunesse, young adulte. Peut-être SFFF, young adulte, mais voilà. Slalom, j'ai jamais lu, je crois. J'ai jamais lu Slalom. Bon, je lis pas beaucoup, pas assez de jeunesse. Mais en tout cas, voilà, celui-là, trop contente, trop bien. Trop contente. Donc, merci beaucoup, Johanna et Lizzie pour ça. Voilà, j'ai presque fini le portrait de mariage. Il me reste 22 minutes, c'est ridicule. Je crois savoir le dénouement, mais j'ai pas encore l'origine du truc. Et je me demande comment ça peut finir, en fait. Parce que là, c'est assez intense. Elle vit des trucs absolument infâmes en tant que femme, justement, dans les années 1560. Tu dis qu'elles n'ont absolument aucun pouvoir, mais rien, même la parole, des fois, juste, tu n'as juste que le droit de te taire, finalement. Donc c'est assez tragique, mais très intéressant, vraiment super intéressant. C'est pas un roman historique au sens propre historique, quoi. C'est un roman historique, mais on est avec les personnages. C'est souvent écrit au présent, en fait. Donc on est en 1560 avec elle, avec eux. Au royaume, oui, au royaume. Et du coup, c'est vraiment intéressant, c'est un point de vue assez différent de ce que j'avais l'habitude de lire d'un point de vue historique, on va dire. Donc, je suis assez contente. Voilà, et bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je vous reprends demain, sûrement. J'ai ouvert ce vlog? Oui, je crois que j'ai ouvert. Je l'ai ouvert ce matin, oui. Allez, à plus. Nous sommes dimanche matin, je vous prends juste une toute petite minute parce que j'avance dans l'espace d'un an. Je suis à peu près là, un gros tiers. Et en fait, j'ai cherché sur internet des vidéos en fait, qui parlent de ce bouquin pour savoir s'il parle un peu du vocabulaire galactique, tout ça, des personnages et tout. Et je suis tombée sur la vidéo de Cornelius, que je ne suis pas, mais que je connais, parce qu'il lit beaucoup de littérature de l'imaginaire, j'en lis très peu, mais là, pour le coup, comme j'en lis une, et ben, je sais que c'est une bonne référence. Et il parle de ce livre-là comme finalement une ode à la bienveillance et à l'humanité, au fait que tout est inclusif dans ce bouquin, et c'est vrai en fait. Je le savais, mais je ne m'en étais pas rendu compte à ce point. Finalement, le cerveau est quand même assez formaté par la société dans laquelle on vit. Et là-dedans, les humains côtoient les aliens. Il y a des relations hétérosexuelles, des relations homosexuelles, des relations interespèces.
et tout le monde va bien, et et tout le monde tolère tout le monde. Et il y a des réflexions assez belles sur la vie, sur tout ça, sur l'humanité aussi. Et j'ai mis un petit post-it, j'aurais pu en mettre d'autres, mais c'est vrai que je n'avais pas pensé forcément à ça. Là, je me suis dit, attends, c'est trop bien, je vais le faire. C'est Rosemary et C6 qui discutent. Donc, elle dit, donc ils sont dans un endroit qui s'appelle Port Coriol. Rosemary dévisagea C6. Les termes sociologiques la dépassaient, mais elle comprit l'essentiel. Tu la réconfortais, rien de plus. Tu voulais lui montrer que quelqu'un s'intéressait à elle. Et elle répond, personne ne devrait être seul. Seule, privée de contact physique, c'est la pire des punitions. Et elle n'a rien fait de mal. Elle est comme les autres. Elle n'est pas comme les autres, c'est tout. Il y a beaucoup d'andrisques, une espèce, dans les parages. Pourquoi ne lui viennent-ils pas en aide? Ils ne veulent pas, gronda C6. Vous avez remarqué les deux Andrix qui sont passés pendant que j'étais avec elle? Ils sont ici, j'en suis sûre. Ils la connaissent, ça se voyait. Ils ne se dérangent pas pour elle. Elle les embrasse. Les plumes de C6 se dressaient sur sa tête et elle montra les dents. Ne te laisse pas duper par les mots doux et les câlins qu'ils y à Rosemary. Même les Andrix, chez les Andrix, il y a des salauds. Ah, ça oui, s'exclama C6. Bon, désolé de vous avoir fait attendre. J'espère que vous n'étiez pas mal à l'aise. Je sais que les humains, non, compare Rosemary. Non, c'est une initiative très délicate. Ça. Il y a plein de réflexion sur comment être bienveillant avec les autres, comment discuter, comment comprendre les autres espèces avec lesquelles on vit. C'est vraiment intéressant en fait. C'est ce qui ressort finalement quand on dézoome un petit peu. C'est pas juste, il y a plein de mots galactiques que je comprends pas, c'est surtout voilà, cette tolérance dans ce vaisseau et parmi toutes ces espèces-là. Donc voilà, je suis à la page 160 et je continue. Voilà, j'aime bien. Donc, c'était juste pour vous dire ça, que j'avais cherché un petit peu. Et sur Wikipédia, il y a la liste des personnages. Donc ça m'aide un peu aussi à situer les espèces, les différentes espèces qui voyagent ensemble et qui creusent des tunnels dans l'espace. Voilà. Et ce qui est très bien, c'est que Cornelius a résumé genre en une phrase le propos du voyageur. Ça sert à creuser des tunnels d'un point A à un point B pour aller un peu plus vite dans l'espace et pas mettre 3 plombes, quoi. Ok, c'est bien. Donc si j'avais su ça dès le début, peut-être que j'aurais... en même temps, c'est dit, hein, mais peut-être que j'aurais posé les bases au moins de l'histoire et de l'utilité de ce vaisseau, le voyageur. Voilà, parce que c'est pas écrit. Non, un vaisseau qui creuse des tunnels dans l'espace. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Mais très bien. Alors, je sais pas si je lirai les 3, en fait. Parce que c'est quand même assez exigeant. C'est vraiment pas ma zone de confort, hein, clairement. Mais c'est chouette à lire. C'est chouette. Je prends mon temps. J'ai le temps, donc je prends mon temps. Donc là, je continue un petit peu ce matin. Et puis, je reprendrai demain, je pense. Voilà, c'est tout. On est lundi matin et je me rends compte que je ne vous ai pas débriefé le portrait de mariage parce que je l'ai terminé. Je l'ai fini en papier, finalement. Il me restait 10 pages. Donc, je l'ai terminé en papier. Très intéressant. À la fin, il y a une note de l'autrice qui explique un peu le pourquoi du comment et qui nous explique que finalement, on sait peu de choses de Lucrèce et qu'elle a beaucoup tissé autour, voilà, à partir d'éléments qu'elle avait. Mais c'est vraiment intéressant, voilà, je vous le recommande quand même pour la plume de Maggie O'Farrell et parce que Lucrèce de Médicis, personnellement, je n'avais jamais entendu parler. Alors, je suis vraiment une brêle en histoire, mais voilà, surtout en 1500 quelque chose, c'est pas du tout mon truc. Mais j'en ai appris plus, ça m'a intriguée. Et puis, bah, du coup, voilà, c'est bien, c'était très intéressant. Donc, une très bonne lecture historique qui sort un peu de l'ordinaire et que je vous recommande fortement. Voilà, j'ai avancé l'espace d'un an, ça y est. Enfin, là, j'ai pris le métro ce matin, je suis à la moitié. J'aime bien. Ça y est, je commence à comprendre un petit peu et j'accepte de pas tout comprendre. Ce que je comprends pas, je creuse pas plus. Je me laisse embarquer et il y a quand même des réflexions sur la vie, sur la tolérance, sur la bienveillance, sur le fait de vivre tous ensemble qui sont très intéressantes. Et puis voilà, et puis c'est cool. Donc, je suis bien. On apprend que Rosemary, vous savez, au début, on sait qu'en fait, elle est... finalement, elle se cache de quelque chose. Donc là, je sais pourquoi. Ça y est, j'ai appris. Et en fait, le fait qu'elle ait menti, bah, ne va pas influer sur ses relations avec le reste de l'équipage. Parce qu'elle va discuter avec quelqu'un qui lui dira finalement ok, mais c'est pas grave, tu es toi, t'es gentille, voilà, tout va bien. Et elle hallucine en tant qu'humaine sur le non-jugement des gens. Voilà, c'est qu'il n'y a pas de jugement de la personne parce que les actes qu'elle a faits ne sont pas forcément... elle n'est pas forcément en lien avec les actes malveillants.
Donc finalement, elle n'a pas à s'inquiéter de son sort. Et c'est hyper normal finalement. Donc c'est cool, vraiment elle est top. Elle est top pour faire émerger les tolérances entre les espèces du coup dans ce bouquin, mais même entre les gens en fait. Voilà. On peut tous apprendre à vivre ensemble, voilà, sans se juger. Lisez Becky. Et donc ça c'est ma lecture papier et la lecture audio, je ne savais pas quoi prendre et finalement je sors Les enfants qui blessent de Eva Björn, Aegis de Tir, que je vois au Quai du Polar, et ça sera très bien comme ça. J'aurai lu son bouquin, même si c'est un tome 5, même si je n'ai pas lu le tome 1, même si je ne me rappelle plus du tome 3, c'est pas grave. On est là dans une des rares forêts d'Islande, un chalet isolé abrite des secrets inavouables. J'ai lu le prologue, à savoir 2 pages. Quand le corps d'un homme est retrouvé dans une petite maison de la vallée de Skoradalur, à l'ouest de l'Islande, l'inspectrice Elma sent que l'enquête va l'entraîner bien plus loin qu'elle ne le souhaitait. Elle connaît la propriétaire du chalet. Les rares indices font ressurgir l'ombre d'une tragédie survenue 25 ans plus tôt, la noyade inexpliquée d'un enfant lors d'un camp de vacances. Entre non-dit et quête de rédemption, les silences se fissurent au sein de la petite communauté locale. La vérité que cherche à faire émerger Elma pourrait bien leur coûter plus cher que les crimes endormis. Voilà. Alors, elle est l'autrice de la série à succès des enquêtes d'Elma, adaptée en série télé, ah bon, et bientôt diffusée en France. Si j'avais fini la phrase, je n'aurais pas fait ah bon. Voilà, donc c'est très bien que je sorte ça en audio et que ça soit à l'audio comme ça. Moi, je prends la voiture beaucoup en ce moment et j'avais plus rien à l'audio. Et ça tombe très bien, donc ça fait moins 1 dans la panne. Il fait 300. Oh, ça va. Il n'est pas très long. 378 pages, donc ça va. Ça fait 10 heures d'écoute, mais je l'écoute en 1.5, donc ça fait 5 heures. Non, 7 heures, pardon. Et en 7 heures, là, je vais avoir... Ouh là là, aujourd'hui, j'ai bien 2 heures de voiture. Demain, j'ai bien 1h30 de voiture. Jeudi, pareil. Je pense que jeudi soir, il sera fini, en fait. Je dégomme les bouquins audio, c'est un truc de fou. Bref, voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'ai rien dans la boîte aux lettres. Et puis, je vous donnerai mes impressions, lecture au fur. Oh, il est abîmé! Je l'avais pas vu. Au fur et à mesure de la semaine. Et après, je lis Lady Detective avec Margot, le tome 2 des 3 Dahlia, que j'ai très hâte de lire parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1. Et là, il faut encore que je finisse Becky Chambers en sachant qu'il me reste quand même 200 pages. 200 pages et que je prends pas les transports avant mercredi. Un petit peu chaud quand même, hein. On va voir, sinon ce sera jeudi. Je le finirai mercredi. Comme ça, jeudi, je commence Lady Detective. Et après, on arrive tout doucement à la fin du mois. Week-end du 29-30, non, ça va, il reste lundi 31 et après 1er. Et ah, c'est ça, c'est ça, parce que je m'étais dit, je vais inverser tous les silences et le mystère Nerval, mais en fait, tous les silences, c'est écrit par un homme. C'est Arthur, machin truc, là, de chez La Martinière. Et le mystère Nerval est écrit par une femme, et c'est pour ça que je voulais lire à la fin du mois. Donc après Lady Détective, qui va me durer normalement jusqu'à au moins samedi, dimanche, lundi. Ensuite, je commence le mois avec Arthur, machin truc, que j'espère finir avant la soirée de La Martinière, le vendredi des Quais du Polar. Voilà, pour tout vous dire. Comme ça, j'aurais lu Eva Björg, j'aurais lu Arthur, j'aurais pas lu Comme un papillon de Christophe Maulmy. Estelle l'a lu. En fait, il me tente peut-être pas trop. Je vais voir. Je vais voir ce qu'en dit l'auteur. Je vais revoir ce que m'en dit Estelle. Il est assez court, hein, donc peut-être que je peux le caser, mais en tout cas, je le caserai pas en mars. Mais en tout cas, je me rends compte que là, en mars, j'ai fait pas mal de lectures finalement. J'ai fait pas mal de lectures. Regardons ça ensemble un petit peu. J'ai lu plus que ce qui était prévu. En sachant que je suis un peu à la bourre dans mon carnet de lecture. Alors, hop. La Cité des Brumes oubliées, c'est lu. Reine de l'Ouest, c'est pas fini. Crépuscule de Shigezo, c'est abandonné. L'espace d'un an, c'est pas fini. La femme de ménage, oui. Le portrait de mariage, c'est lu. Vivre pour les caméras, c'est lu. Lady Détective, pas encore. Résister, c'est lu. Prête à tout, c'est lu. Hollywoodland, Poussière blonde. Et là, je rajoute du coup Les enfants qui blessent. En sachant que c'est de l'audio. Et j'ai pas eu autre chose. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 8 lus. 9 l'espace d'un an. 10 avec Les enfants qui blessent. Pas mal. 11 avec Lady Détective. C'est pas mal, franchement. Franchement, c'est pas mal. En sachant que Poussière blonde n'était pas prévu et que je l'ai mis à l'audio. Qu'est-ce que j'ai mis encore à l'audio? Le portrait de mariage. Et puis, bah, ma foi, c'était bien. La femme de ménage. Franchement.
j'ai dégommé de l'audio. J'ai quand même reçu 2 livres ce mois-ci, donc ça fait plus 2 dans la palle, donc je suis à 11 livres. Ah oui, j'ai Sombre Solstice aussi que j'ai acheté, que je lirai, si c'est pas vrai, ça sera mai de toute façon. Et puis, voilà, j'ai pas lu mes graphiques. Je suis à la bourre dans Arte parce qu'il faut que je les rende à la médiathèque depuis 15 jours, je crois. Et Tokyo Tarareba Girl, Tarareba Girls, j'avais emprunté le tome 1 et 2 de la saison 2 et j'ai pareil pas eu le temps de les lire, donc je sais pas quand je ferai ça. Je vais les rendre et puis je vais les réemprunter, tant pis, hein, mais... Là, j'ai pas le temps de graphique, j'avoue, parce que vu que je prends beaucoup la voiture et que je prends peu les transports, je lis moins en papier, et du coup, j'ai moins la place dans mon planning en papier, donc voilà. C'est pas grave, c'est comme ça, voilà. Je vous reprends un peu plus tard. Oh, ne vous inquiétez pas, je pense toujours aux croquettes de poulet, à dormir dans les taches de soleil que font apparaître le hublot sur le plancher du bateau et à me faire gratouiller du menton à la croupe. Ils m'ont appelé Tornado. Ouais, comme le cheval de Zorro. Sur l'échelle de Richter de la mignonnerie, j'explose tous les compteurs de tout ce qu'on peut appeler, je sais pas moi, lapin angora, kangaroo, entre autres, hérissons africains. Vous savez, ce qui ressemble à des porte-clés. Bon. Le fait est que j'ai perdu mon oreillette. Ça, normalement, quand on a un chat, on ne dit pas. C'est très dur à remettre. Mais que c'est pas grave. Et du coup, je me retourne pour le remettre. Et que voilà, normalement, j'ai à nouveau 2 oreilles. Et le fait est que mes poumons se remplissent d'un liquide orange qui sent le parfum dont la mort s'asperge pour aller danser. Le cœur des chats, publié, donc je vous le disais, il y a une semaine aux éditions Albin Michel, mais c'est un projet beaucoup plus vaste, comme on s'en aperçoit. Le disque, CD et vinyle. Alors justement, ce projet, comment est-il né, Mathias? Il a commencé, j'ai mis 2 ans à ne pas l'écrire. Ça part souvent quand même du livre. C'est-à-dire que ça m'est arrivé une fois ou deux, une chanson qui m'a donné envie d'écrire un livre. Par exemple, une chanson de Lizos qui s'appelait La sirène et le pygmalion sur l'album Gordon Roll. Je me suis dit, là, c'est comme si c'était un début de roman et ça donnait une sirène à Paris. Mais la plupart du temps, c'est le temps long du livre, le fait de pouvoir, comme ça, ne pas avoir à se demander si c'est un film, combien ça coûte, à quelle heure il faut répéter, mais juste le côté escamotable de la plume à n'importe quel moment, au creux de la nuit, dans un train, n'importe comment. Donc là, ça a commencé assez difficilement, avec un vrai deuil, un vrai traumatisme à faire. C'est celle que j'appelle dans le livre la belle griffue, que j'ai appelée il y a encore peu ma compagne et que maintenant j'appelle ma femme. Vous pouvez applaudir du coup. A fait une fausse couche doublée de ce que j'appelle une amouragie, mais qui est bel et bien une hémorragie qui a fait lui coûter la vie à 10 minutes près. Et là, bien ensuite, c'est les armes du quotidien qui essaient de prendre la suite. Et les miennes, c'est souvent de raconter des histoires pour essayer de prendre un angle sur la situation, pas pour fuir le réel, au contraire, pour en fait lui donner un meilleur goût et s'y confronter. Et j'ai mis 2 ans à ne pas écrire ce livre. C'est-à-dire que j'ai écrit une première version qui s'appelait Réparer l'enfant et qui ne fonctionnait pas. J'ai eu la chance d'avoir une super éditrice qui a su me le dire, alors que c'est pas facile et que sur le début, moi j'avais envie qu'il sorte le livre. Et puis, il y a des fois, même quand on utilise l'imaginaire, il faut essayer de regarder exactement ce qu'on a sous les yeux. Ça ne se passe pas toujours derrière une aurore boréale à des milliers de kilomètres. Parfois, c'est chez soi. Et le fait est que là, les arbitres consolatoires dans le réel
de cette situation, eh bien, c'était nos chats. Donc, je me suis dit, il y a quand même quelque chose avec le chat. Je tournais un petit peu autour, et puis le déclencheur amusant, ça a été ces chats qui, tout d'un coup, comme je le dis là tout à l'heure, il y avait un de mes livres qui traînait dans mon hamac, parce qu'on le dit sur un petit bateau, c'est dans le livre aussi, qui a grignoté la couverture. Et je me suis dit, oh, il dévore des livres. Et puis du coup, ça m'a fait un petit écho amusant. Je me dis, ben, comme nous, quand on dévore les livres, on s'agrandit, on se nourrit. Et je me suis dit, du coup, je pourrais peut-être donner la langue au chat. Et du coup, c'est là que j'ai commencé vraiment à trouver la véritable musique de ce livre. Parce que pour parler de quelque chose de difficile, eh bien, j'avais trouvé un véhicule qui pouvait créer du décalage, de l'humour, de l'autodérision. Donc à partir de là, j'étais comme si j'avais accordé les instruments pendant 2 ans et que j'arrivais pas trop. Et là ensuite j'ai mis à peu près 1 an finalement à écrire ce livre du point de vue des chats et à trouver cet équilibre-là. C'est-à-dire c'est les fantômes de l'enfant qui n'est pas venu et qui se réfugie dans le cœur des chats. Alors June, qui est le personnage le plus maternel, le plus raisonnable, le Jiminy Cricket féminin, accueille le fantôme de la petite fille possible dans son cœur. Alors que Tornado, lui, il n'en a rien à faire de tout ça, il veut pas tout ça, lui c'est un garçon quoi. Et puis évidemment, il va avoir aussi un petit Gaston avec des chaussures à crampons et qui rêve de football et de poésie comme lui, qui va pousser dans son cœur à lui. Et il va commencer un petit peu à changer d'avis et à s'intéresser aussi aux fantômes. Mais d'où ça vous vient, ces idées? Parce qu'encore une fois, on peut se dire sur ces situations a priori dramatiques, c'est difficile de faire de la poésie, de plaisanter. Et pourtant, c'est comme une sorte de challenge pour vous de tordre cette réalité pour en faire de la poésie, même parfois de l'humour. Alors pour moi, c'est très très important de pouvoir décaler. C'est pour ça que, et vraiment mes éditrices avaient raison, c'est-à-dire que ce premier livre, il y avait de l'humour aussi, mais il n'y avait pas cet angle, ce biais. C'était droit en face et j'avais l'impression qu'en étant droit en face, j'allais être puissant et profond. Et pas du tout en fait. J'étais trop collé, j'étais ton sur ton. Alors que par le biais de l'humour, de la poésie ou du décalage, en fait il y a de la place. Vous savez, c'est comme quand on va chez l'ostéo. Quand on a mal quelque part, c'est 2 os qui sont comme ça. Et l'ostéo, il permet de faire de la place et du mouvement. Et les chats, dans la vraie vie et donc dans l'écriture, m'ont permis d'avoir ce lien, cette possibilité de s'amuser. Et après, tout le risque et tout le travail avec mes éditrices, avec mon éditrice, ça a été de trouver la ligne de crête, la pointe fine, parce que le risque, l'autre écueil, c'est quand on a beaucoup d'imagination, et quand on commence à faire parler des chats, qui bien sûr tout de suite disent qu'ils ne sont certainement pas des chats qui parlent, c'est de passer à côté de l'émotion. Donc en fait, c'est toujours un espèce de mix, comme quand on mixe un morceau, et c'est de travailler entre... Je voulais que ça fasse pas semblant d'être des chats non plus. Donc il y a vraiment des trucs très chats. Et il ne fallait pas tomber dans le truc non plus chat, mignon, c'était pas l'objet de ce livre. Donc c'était tous ces réglages passionnants entre le décalage du chat, le réel et l'imaginaire. Et pour moi, le but du jeu, comme à mon avis tous les contes, c'est plus de renseigner sur le réel. Il y a par moments, des fois, où quand c'est un chat qui parle, ou dans un conte, dans les fables de La Fontaine, dans plein d'autres choses, c'est en faisant parler les animaux ou des personnages imaginaires. On dit peut-être pas vrai, mais on dit vraisemblable, et en tout cas, à mon humble niveau, j'essaye de dire juste, et dans la façon dont je raconte les histoires, moi, c'est un costume qui me va mieux. Laissez-moi encore jouer. Laissez-moi encore jouer avec vous. Ne me laissez pas avec l'autre moi-même, là. Celui qui fait quand il s'assoit sur une chaise.
sous-doué du tournevis et de tout ce qui touche à la logistique. Moi, je ne suis rien sans mes histoires. Elles sont le combustible de mon train. Elles circulent dans mon sang. Et l'oxygène. Oh, c'est beaucoup plus réel que vous ne croyez. Vous savez, tout le monde rêve. Laissez-moi jouer encore un petit peu. Laissez-moi encore jouer un petit peu. Mais bon. Toute cette histoire d'imagination, ne croyez pas que ça sert seulement à faire parler des chats ou à faire chanter les fantômes. L'imagination est nécessaire à l'empathie, au rapport à l'autre. On ne peut pas aimer sans imagination. Moi, je ne peux pas m'aimer sans imagination. Et il faut bien que je m'aime un petit peu pour pouvoir aimer les autres. Laissez-moi jouer encore un peu. Laissez-moi jouer. Laissez-moi jouer encore un peu. J'ai toujours envie d'avoir un flocon avec neige. Plusieurs même. Elle n'en veut toujours pas. Les fantômes dans le cœur des chats qui parlent m'ont permis de maintenir mon moral à flot. Dire que je ne souffre plus serait faux, et leur présence m'a permis d'apprivoiser la douleur, d'aimer neige, celle qu'on appelle la belle griffue, et toute la vie qui va avec. Tornado a guéri. Le chaton maladif a opéré une lente métamorphose pour redevenir l'ourson hibou qu'il était lorsque nous l'avons accueilli. En version gros matou de 5 kilos, même bientôt 6 maintenant. Alors June se comporte comme une maman avec Tourne-dos, qu'elle appelle comme ça avec ses petits lapsus. Neige se comporte comme une mère avec June, et moi au milieu, j'ai trouvé une façon d'être heureux. Malgré l'amputation d'un rêve majeur, j'ai décidé d'être heureux. Les chats sont décidément d'excellents colmateurs de brèches, n'est-ce pas? Ils peuvent aider à réparer les enfants intérieurs et tout un tas de choses impalpables. Tant que l'amour avait le matin, ton corps veillera sous tes mains, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Je ferai le tour, je me ferai ta rencontre, si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandais. Je trahirai ma patrie, je trahirai mes amis, si tu me le demandais. Bonjour tout le monde. Je suis désolée, je déteste la voix qu'il me fait. Je préfère celle de la chanteuse nettement. Donc voilà, ça marche comme ça. Alors le truc, c'est que par exemple, on rêve de choses, on travaille, et la première fois que je l'ai vu faire ça, en fait, j'étais encore plus amoureux du spectacle. C'est pour ça que je voulais qu'il vous fasse un petit tour comme ça. Et moi, ce que je voulais dire, du coup, Vas-y, parle. moi ce que je pensais quand même, le truc qui est très compliqué pour moi, maintenant, là, c'est que pour moi, normalement, tu as la voix de Daria. Et là, j'ai l'impression que tu as trop crié très longtemps à un concert de Lady Gaga, et que tu t'es cassé la voix complètement, et que ça devient, et que j'espère juste une chose, c'est que quand je vais rentrer à la maison ce soir, en fait, la vraie Daria n'aura pas cette voix. Oui, il y a intérêt. Parce que, mais est-ce que du coup, toi, tu arriverais à chanter quand même un tout petit peu là, ou On va arrêter le massacre. Pour tout le monde, je pense que c'est mieux que je reste là-dessus. Bon, ben, je pense que du coup, on peut applaudir June, Christophe. Nous
sommes jeudi matin, je suis dans ma voiture, je viens de finir mes cours du matin. J'ai un rendez-vous tout à l'heure, mais là j'ai un petit peu de temps, donc je vais pouvoir lire dans ma voiture. Il fait chaud dans ma voiture parce que là il fait super chaud, enfin il fait très très beau dehors. Et du coup, je vais pouvoir avancer un peu ma lecture, qui est Lady Détective, le tome 2 des 3 Dahlia de Cathy Watson, que j'avais reçu grâce au Cherche Midi. J'avais beaucoup aimé le tome 1, et là je suis très contente de retrouver le tome 2. Il est tout aussi gros que le tome 1, puisqu'il fait presque 500 pages. Il fait 498 pages précisément. Donc là on est avec Rosalind, Caro et Posy, vous savez, qui sont surnommées les 3 Dahlia, puisqu'elles ont toutes incarné le rôle de Dahlia Lively, qui est héroïne classique du roman policier à l'image de Miss Marple. Et là elles sont réunies pour une nouvelle adaptation des aventures de Dahlia dans un manoir perdu au Pays de Galles. Sauf que bien sûr il va y avoir, une de nos victimes reçoit des menaces de mort avant d'être victime d'un étrange accident qui aurait pu lui coûter la vie. Qui en veut à la vénérable comédienne, etc. etc. Donc voilà, on est toujours sur un Cozy Mystery bien sûr. Et du coup, ma foi, j'ai hâte, ça va être chouette. Donc je lis ça avec Margot qui me rejoint, qui va picorer le bouquin avec moi. Et on a le tome 3 qui s'appelle Les 7 suspects, qui va sortir en septembre. Et qui m'a l'air d'être un peu dans un manoir aussi. Un cold case dans un petit village anglais avec une couverture tout aussi séduisante que les 2 premiers tomes. Voilà, donc je vais commencer ça. Et puis donc j'ai mon petit marque-page de chez Alice. Vous voyez rien du tout avec ce soleil, voilà. Et j'ai même la pochette d'Alice, parce que le format Cozy Mystery du Cherche Midi, je vous l'annonce, rentre parfaitement dans la pochette. Voilà, il rentrait parfaitement ce matin, je vous promets. Voilà, il est nickel, impeccable. Il rentre très bien. Donc je vais pouvoir protéger mon petit bouquin avec ma belle pochette. Voilà, sinon je vous débriefe légèrement la soirée de mardi, qui était trop cool, aux 3 Baudets avec Mathias Malzieu et Albin Michel, pour la sortie de L'homme qui murmurait à l'oreille des chats. Aux oreilles des chats, à l'oreille des chats. Qui était trop bien. Donc c'était les 3 Baudets, en fait c'est un théâtre dont Mathias Malzieu est le directeur artistique, je crois, et cette soirée, donc c'était la soirée un peu de lancement où il y avait 2 parties. Il y avait une partie représentation et puis une partie rencontre, interview, tout ça alterné. Donc en fait on a commencé par une chanson ou 2 et puis un petit passage du texte, puis une interview de Mathias, puis on a retrouvé ensuite l'auteur, compositeur, interprète, chanteur dans 2 autres chansons, et puis une petite surprise, comme vous avez vu dans les images précédentes, où le marionnettiste de comment elle s'appelle, June, le petit chat, il a animé tout ça. Donc c'était un peu galère au début, mais c'était drôle, c'était inattendu, c'était très chouette. Et donc voilà, donc il y a pas mal d'images. Je suis encore désolée pour la qualité de l'image qui est assez pourrie, mais j'étais assez loin, très très haut, et en fait il y avait c'est un théâtre en 2 parties avec un rez-de-chaussée et un étage, et moi j'étais à l'étage. Alors on voyait bien parce qu'on est vraiment en plongée, mais on était assez loin, et c'est vrai que mon téléphone n'est pas un iPhone 24 et du coup n'a pas une qualité d'image exceptionnelle, mais au moins vous avez le son, et comme ça vous donne une petite idée un petit peu de la soirée. Donc voilà, moi je l'ai fait dédicacer pour une amie, et je l'avais pas demandé à l'époque parce que je m'étais dit ah là j'en ai trop. L'histoire j'avoue me tentait moyen. Je me dis c'est sur un deuil, tout ça, c'est peut-être un peu difficile, et puis en fait il en parle vachement bien avec son humour, sa poésie et sa manière de conter les histoires. Donc j'ai regretté en fait de pas le prendre. Donc je pense que je le reverrai en salon probablement cette année. Je sais pas s'il sera à Créteil en poche, parce que je ne sais pas si le guerrier de porcelaine, le soldat de porcelaine va sortir en poche. Peut-être il est déjà sorti, je sais plus. Donc s'il sort en poche, peut-être qu'il est à Créteil en poche. Sinon il y aura peut-être d'autres occasions. Au pire je l'achète, au pire si je le revois un jour, voilà. Bref, c'était pas une priorité pour moi, mais en tout cas je suis très contente de cette soirée. Donc merci beaucoup Adeline et Albin Michel, c'était très cool, voilà. Et à part ça c'est tout. Je vais pas tarder à conclure ce vlog parce que j'ai déjà pas mal parlé, j'ai fait le montage là vite fait. Donc je conclurai ce vlog demain. J'aurai pas grand chose à vous dire sur celui-là. Par contre je suis dans Les enfants qui blessent et il me reste 3 heures à peu près, et là j'ai plus de choses à vous dire. Donc on est dans un policier assez classique je trouve, avec un meurtre puis un deuxième qui va avoir lieu, avec un personnage qui s'appelle Forger. Les personnages, les noms des personnages, tant en papier qu'à l'audio, sont un peu imprononçables. Il y en a juste un qui s'appelle Ordure, donc ça je me rappelle, parce que Ordure, voilà. Mais faudrait que je regarde sur le papier parce que ça ne doit pas s'écrire pareil. On est avec Elma qui enquête justement avec
Heure dure, et qui donc enquête sur le meurtre de Forger et aussi sur un autre meurtre un petit peu plus tard. On apprend, il y a la partie avant et la partie maintenant où on est avec Forger et avec sa petite amie qui s'appelle Andrea et on découvre que peut-être que Forger a des secrets un petit peu à cacher, qu'Andrea est peut-être un peu en danger, mais Andrea semble connaître un peu Forger. Donc voilà, de secret en secret, finalement, il y a pas mal de non-dits, on sait qu'il y en a qui savent des choses, d'autres qui ne savent peut-être pas, puis on reprend l'enquête, puis on avance, donc ça reste assez dynamique, il y a beaucoup de dialogue. Néanmoins, je trouve que pour l'instant c'est assez classique, j'attends de voir la fin, parce que 3 heures ça va passer vite, mais en tout cas voilà, je suis contente de l'écouter, comme ça je pourrais être dans le, comment dire, à jour dans le livre de Eva Björg pour la soirée de la Martinière au Quai du Polar. Donc voilà, j'aurais pas à le découvrir, mais au moins je pourrais acquiescer ce qu'elle dit et peut-être poser des questions éventuellement, ce qui pourrait être intéressant, et puis le faire dédicacer aussi. Voilà, et écoutez, je vous reprends demain et puis je conclue le vlog demain. Alors nous sommes vendredi matin, je viens conclure cette semaine de vlog. J'ai pas mis mon marque-page, mais j'ai vraiment avancé, il me reste 30 minutes d'écoute de celui-ci, qui est vraiment intéressant, et le retournement de situation, enfin la révélation de la fin m'a surprise. J'étais dans la voiture hier soir, j'ai fait d'accord. J'étais bien contente d'être surprise parce que c'est un polar nordique. J'accroche pas trop les polars nordiques et là, clairement, c'était vraiment chouette, bien fait. Et bon, mis à part les personnages où je me mélange complètement, j'ai quand même réussi à savoir qui était qui. On a vraiment 2 temporalités avec la place de l'adolescence dans un camp de vacances. Un enfant qui disparaît, puis actuellement un meurtre, un deuxième, un troisième. Donc voilà, je vous en dis pas plus, il y a tout un lien entre les personnages, il y a un lien aussi avec Elma finalement. Donc j'aime beaucoup. Donc, et à la fin c'est écrit entre non-dit et quête de rédemption, c'est vraiment ça. Les silences se fissurent au sein de la petite communauté locale. En fait on est vraiment dans une ville où un peu tout le monde se connaît. Donc effectivement il y a des oui, des on-dit, des non-dits aussi. Et c'est assez intéressant. Eva Björg le fait assez bien au niveau de la personnalité de ses personnages. Elle creuse pas mal et c'est assez empathique pour un polar nordique. Ça reste pas en surface, c'est pas trop factuel, on va vraiment dans les sentiments des personnages. Donc j'ai bien aimé ce tome-ci. Du coup je serais assez curieuse de lire le tome 1 finalement. Donc à voir si au Quai du Polar je vais prendre le tome 1 parce qu'après tout elle est là. Donc je pourrais carrément lui prendre. Mais en tout cas c'est vraiment une bonne lecture et à l'audio ça passe très bien. Donc voilà. J'ai fini l'espace d'un an aussi, je sais plus si je vous l'avais dit, c'était assez ardu quand même, j'irai pas à la suite. C'était dur, vraiment, il y a plein de passages où j'ai décroché, plein de passages où j'étais à fond. Globalement c'est quand même une bonne lecture, hyper bienveillante, hyper douce et inclusive, donc vraiment chapeau pour ça, très original. Je suis sortie de ma zone de confort, et par le fait que c'était un roman SFFF, et par le fait que c'était aussi inclusif que ça, que j'ai pas l'habitude, donc c'était hyper intéressant, très enrichissant. Donc j'ai quand même bien aimé, mais à la lecture c'est pas méga fluide pour moi en tout cas, qui lit pas beaucoup de SFFF. En tout cas, je lirai Apprendre aussi par bonheur de Becky Chambers, qui est plus petit et qui m'a l'air tout aussi beau et bien. Donc celui-là est terminé aussi, je vais y arriver. Ma lecture en cours, je vous l'ai dit, c'est Lady Detective. Hier j'ai lu 90 pages, j'ai le même marque-page également de Alice, Dessine-moi mes rêves. Et là, on est avec les 3 Dahlia, il y a des menaces de mort, il y a même Rosaline qui manque de se faire tuer avec un poignard qui était censé être un accessoire et qui a été remplacé par un vrai poignard. Donc là, on se dit, mais qui cherche à la tuer? Qu'est-ce qui se passe? Elle reçoit des messages, des trucs un peu bizarres, donc pour l'instant, j'accroche bien. Et la plume de Cathy Watson est toujours assez pétillante, donc très agréable. Beaucoup d'action et beaucoup pas de temps mort, quoi. Pour l'instant, 90 pages, ça se lit tout seul. Donc ça me fera ce week-end. Peut-être le début de la semaine, on verra. Sinon, j'ai 4 colis pocket dans 4 enveloppes différentes. Vu que je fais les concours Marceau féminin, il n'est pas impossible que je sache ce qu'il y a. Il faut que je vois avec Emmanuel parce qu'il y a un concours qui arrive là ce week-end. Donc il y a peut-être les bouquins qui sont là. Je ne sais pas si c'est moi qui les envoie ou si c'est Pocket qui les envoie et qui me les envoie aussi, ce qui est très gentil. Mais je vais voir ça avec vous. Donc, le premier. Ah, c'est le tome 2. De Lucia, qui s'appelle Les Effacés, Bernard Minier, et il sort quand? Le 27, aujourd'hui, il sort aujourd'hui, le 27 mars. J'enlève ça, parce que ça ne m'intéresse pas. Et donc là, on est avec Lucia, on est à Madrid, en Galice. Un tueur kidnappe des femmes qui se lèvent tôt pour aller travailler, des invisibles, des effacés.
À Madrid, un autre assassin s'en prend à des militaires, des milliardaires, pas des militaires, sur les murs de leur résidence. Ce message: tuons les riches. 2 tueurs, 2 mondes, et le spectre d'un embrasement général, d'une confrontation de classe inédite et explosive. Les enjeux qui se dévoilent peu à peu à Lucia Guerrero, enquêtrice de la Guardia Civile, sont vertigineux. Quand à son tour elle reçoit les messages d'un expéditeur anonyme, la question se pose: serait-elle devenue un simple jouet entre les mains des 2 tueurs? Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop cool. Je regarde parce que des fois ils sont dédicacés. Là il n'est pas dédicacé et c'est pas grave du tout. Je n'attendais pas forcément. Il fait 420, 30, 40, 50 pages. 450 pages. Et il sort aujourd'hui, donc c'est le tome 2 de la saga Lucia. Vous savez, Bernard Minier a la saga Servaz et maintenant la saga Lucia. Ça c'est le tome... Oh, c'est le tome 2. J'ai envie. C'est ça. Ils ont refait encore les couvertures. Était-ce bien nécessaire? Je ne sais pas. Ils ont changé les couvertures l'an dernier, je crois. Hein. C'est pas très grave. Voilà, donc Lucia, effectivement, c'est le tome 1. Et là, Les Effacés, c'est le tome 2. Il était sorti chez XO. Merci, Pocket. Enveloppe numéro 2. Ah, trop bien. Alors, Gabrielle Filto-Shiba, c'est celle qui avait écrit Encabané, Sauvagine et d'autres. C'est du Nature Writing, elle est québécoise. Et là, c'est un recueil de poèmes avec une préface de Cécile Coulon. Trop bien, mais trop bien. Mais trop bien. Mais trop bien. Je suis toujours curieuse de la poésie. J'accroche pas forcément, mais je suis toujours curieuse, donc j'ai toujours envie. Alors, admirer les étoiles, croiser la faune, enlacer les arbres, écouter le vent et les ruisseaux, apprivoiser pénombre, solitude et silence, voilà les prémices de ce recueil. Il aura fallu à son autrice une décennie dans les bois et l'écriture de ces pages de sang et de sève pour comprendre pourquoi elle est restée campée envers et contre tout. Trop bien. Ouh là là. Ça me fait penser à Poésie chérie, je crois, le challenge de Cécilia. Poésie, et ben voilà. Gabrielle Filto-Shiba, trop bien. Il sort quand? Il est sorti le 20 mars. Merci. Troisième enveloppe. Ah, bah ça va plaire à mon mari, je pense. Première chanson de Georges Brassens. C'est des poèmes aussi. Mais ça, c'est un recueil, en fait. Il y a une collection de poèmes, là. Hein. J'ai l'impression, une nouvelle collection de poèmes. Première chanson de Brassens, de 42 à 49. Excellent. Alors, je ne suis pas tellement sensible à la prose de Brassens, mais je pense que ça peut en intéresser plusieurs. Il est sorti également le 20 mars. Je pense que cette collection de poèmes est sortie le 20 pour les deux et peut-être pour d'autres, peut-être le troisième, je ne sais pas. Et là, on est... Ah ouais, il avait 17 ans en 1938, donc il est 1927. Non, 21, 1921, ok. Il a commencé à écrire ses chansons. Seuls 4 de ses 68 textes sont passés à la postérité. Les autres sont restés inédits jusqu'à la publication de ce recueil. Ah ouais, c'est inédit. Ah, c'est un recueil de chansons inédites. Incroyable. Trop bien. Merci beaucoup. Ça, c'est cool. C'est inédit, là, pour le coup. Chapeau. Et enfin, dernier colis. Ah, bah oui. Alors ça, j'ai vu le film. J'ai vu passer le film. J'avais vu l'interview sur Quotidien. Ma mère... Dieu et Sylvie Vartan, et c'est un roman de Roland Pérez, mais je pensais que c'était pas le même titre. Parce que j'ai vu le titre il n'y a pas longtemps. Là, c'est la couverture du film, du coup. Et par contre, je pensais que c'était... Ah, invitation. Mais non. Oh, j'ai une invitation pour aller voir le film, pour 2 personnes. Mais c'est trop bien. Oh, merci Emmanuel. Tu vas aimer, je le sais, je t'embrasse, bonne lecture et bon ciné. Mais c'est trop gentil. Oh. Alors, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Donc c'est avec Leila Bekti, je crois qu'elle s'appelle. Niché dans un HLM du 13e arrondissement, l'appartement familial est devenu le territoire de Roland, dernier enfant d'une famille juive séfarade. Un terrain de jeu qu'il explore à 4 pattes, prêtant l'oreille aux discussions de sa mère et de ses voisines, à leurs prières et chuchotements. Car Roland n'est pas un petit garçon comme les autres. Les médecins sont formels, il ne marchera jamais. Le monde extérieur, c'est à travers la télévision qu'il le découvre. Il y rencontre Sylvie Vartan, une fée bienveillante à la carrière naissante, dont la voix l'accompagnera sur le chemin de la guérison. J'avais vu l'interview, il y avait Sylvie Vartan qui était là. Bon, elle est ce qu'elle a, hein, mais quand même, elle a une sacrée carrière. Elle a 80 ans maintenant. Et le film a l'air très touchant. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air très bien. Donc, je suis très contente. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, Pocket. Et j'étais persuadée que ce livre avait un autre titre. Bah non.
alors, pas autant pour moi. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Il est publié aux Escales. Voilà, il a été, donc lui a été avocat français, animateur de télé et de radio, carrière d'avocat, ben non, il a fait plein de trucs. Il a été pendant 16 ans sur Europe 1, et voilà, donc il est publié en 2021. Et c'est devenu donc un film que je vais pouvoir aller voir. C'est trop gentil, merci Emmanuel, trop bien. Bah dis donc, je suis gâtée là. Je suis méga gâtée. Merci Pocket, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Emmanuel. Il faut absolument que je fasse des stories, je suis complètement à la ramasse de toutes les réceptions que j'ai pu recevoir. Il faut que je montre en story pour, voilà, c'est normal, pour remercier aussi les maisons d'édition. Trop bien, trop bien. Voilà. Et bien écoutez, je vous laisse là, je vous souhaite de très belles lectures et je vous retrouve dans un prochain vlog, le vlog de la semaine prochaine. C'est le dernier avant le Quai du Polar. Je vous ferai un vlog spécial Quai du Polar, évidemment. Et j'ai tellement hâte, ça va être trop bien. Trop bien. Et j'ai regardé, là il y a Escargot Noir aussi fermé à Sens. Et le programme est assez dingue, il y a Tillier. Il y a Angelina Delcroix, il y a Laure Rollier, il y a Éric Foissier qui sort un nouveau bouquin qui a l'air trop bien. Bref, ça va être trop bien. Voilà. Merci à vous de me suivre toujours. Merci pour tous vos commentaires. J'essaie d'y répondre à chaque fois. Ça me touche énormément que vous soyez toujours là et que vous continuez à suivre mes aventures spontanées et livresques. Et ben, je vous retrouve dans un prochain vlog la semaine prochaine. À bientôt.